Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. C'est gentil des tout. Bienvenue dans ce 3e épisode de la saison 2 de Changer la norme. Je suis Flavie Després, la directrice associée de Care News. Dans Changer la norme, je reçois des acteurs de l'engagement, des entrepreneurs qui veulent changer les choses avec un modèle économique viable et des ambitions réalistes. J'aime vous faire découvrir des entrepreneurs du Sérail ESS, économie sociale et solidaire, mais aussi ceux plus grand public. Parce qu'en cherchant bien, l'ESS est partout ou presque. Et ça tombe bien parce que chez Care News, nous pensons que l'économie sociale et solidaire, c'est la norme de demain. Les entrepreneurs dont les projets ont un impact positif existent depuis longtemps, mais une nouvelle génération voit le jour. Je ne suis pas peu fière de recevoir aujourd'hui une entrepreneur qui, grâce aux réseaux sociaux, a connu en quelques semaines seulement le succès. Instagram, crowdfunding, la révolution digital for good est parfaitement maîtrisée par Justine Hutto, la cofondatrice de Respire. Suite à une tumeur, Justine se lance dans les cosmétiques naturels sans impact sur la santé. Portée par les réseaux sociaux, elle cartonne son crowdfunding et étend aujourd'hui sa gamme. Cette primo-entrepreneur rêve d'expansion, avec toujours comme pivot une communauté numérique chouchoutée et une vision économique très rodée. Bonjour Justine. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, très bien, merci. Alors, Justine, c'est un peu l'histoire incroyable de la fille qui a monté un déo alors que t'es ni dans la cosmétique ni dans le business. Et en effet. Et qui en a vendu genre des milliards sur Ulule. Des milliers déjà. Des milliers, mais bon, ouais. Et qui maintenant, tu t'es lancée dans les crèmes solaires. Exactement. Moi, ça m'intéressait de te recevoir déjà parce que le business de la cosmétique naturelle, éthique, responsable, je trouve ça chouette. Et ensuite, bon, voilà, le parcours de Comète, c'est toujours sympa à analyser. Donc, on sait comment t'es venue l'idée. Enfin, il y a des milliers pour le coup de vidéos et d'interviews. Mais comment ça s'est structuré au début ? Parce que tu t'es dit, j'ai une idée. Et comment tu l'as mise en place ? Alors dès le début, quand j'ai eu l'idée, j'avais déjà rencontré Thomas qui est mon associé. Et dès le début, en fait, on échangeait déjà sur le milieu entrepreneurial. Lui était très intéressé par le milieu entrepreneurial, avait déjà monté une première entreprise en sortant d'HEC Entrepreneur, une entreprise dans le B2B en tech qu'il avait revendue. Et il avait très envie de se relancer dans un projet beaucoup plus axé sur le consommateur et un projet avec un impact en fait. Et quand j'ai eu cette idée du déodorant, que j'ai commencé à lui en parler, il a tout de suite embarqué dans le projet et il a tout de suite dit on se lance tous les deux. Alors c'est marrant parce qu'au début on y croyait, enfin on avait ça en tête, on avait très très envie de se lancer, mais bien sûr quand on a une idée et qu'on est entrepreneur, on n'est pas sûr que ça va marcher parce qu'on n'en sait rien en fait. Donc on s'était tout de suite dit on se lance, on voit ce qui est faisable et si dans 2 ans ça marche pas, on arrête le projet. On s'était tout de suite mis une deadline. 2 ans. Ouais, on s'était mis tout de suite une deadline en se disant 2 ans, mais même en fait 1 an et demi, en se disant qu'on n'avait pas du tout envie de vaciller autour d'un projet si ça marchait pas. Donc depuis le début, la structure c'était Thomas et moi, les deux entrepreneurs complètement complémentaires parce qu'on est absolument pas pareils. On s'est lancés tous les deux et au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui ont embarqué dans le projet, mais à la base c'est vraiment lui et moi. D'accord, donc tu structures ton projet. Ouais. Ensuite, tu fais une campagne market-com avec une campagne de crowdfunding. Exactement. Vous êtes lauréat de Act for Impact, je crois. Oui. Vous avez gagné d'autres prix ? Non, c'est le seul. Bon, il y en a plein d'autres. On va sortir un article cet été dessus. Je pense qu'il y en a une dizaine que tu vas pouvoir décrocher. Oh. Et donc là, ça prend auprès du public. Oui. Donc j'imagine que financièrement, du coup, t'as de la trésorerie parce que c'est de la prévente. Exactement. En fait, c'était le but tout de suite de se dire, on va choisir d'aller sur le crowdfunding parce que déjà, ça va nous permettre de faire parler de notre projet, de voir s'il y a un vrai intérêt. En fait, on l'avait déjà touché avec une première communauté qu'on avait créée en confirmant que le projet intéressait les gens. Mais ensuite, il faut vraiment voir si les personnes, au-delà d'être intéressées, vont passer à ouvrir le portefeuille et puis acheter le déodorant. Et ça, c'était vraiment le gros côté, le gros point d'interrogation. Est-ce que ça va marcher ? Et en effet, le crowdfunding nous a vraiment confirmé
qu'il y a un besoin sur ce marché-là et que les Français aujourd'hui sont complètement frustrés des déodorants industriels et de tout ce qu'on consomme. Et voilà, on a prévendu 21 000 déodorants en un mois, donc ça a été l'énorme succès. Et c'est à ce moment-là où oui, on a aussi fait de la trésorerie qui nous a permis du coup de financer la première production. Ce qu'on n'avait pas en fait, c'est pour ça qu'on a fait le crowdfunding. On n'avait pas les moyens de financer la première production avant le crowdfunding. Comment vous êtes entouré ? Parce qu'en fait, je sais pas à combien était votre objectif, je me souviens pas, mais il y a une petite différence entre en faire 500 et en faire 21 000 en termes d'envoi, de trésor, de gérer avec les labos, j'imagine. Exactement. Alors ça a été un gros défi parce que c'est vrai qu'au début, quand on se lance dans un projet pareil, on a en tête que les déodorants qu'on vendra, on peut les préparer nous-mêmes. Voilà, le petit colis, aller les livrer en vélo. J'en rêvais pouvoir faire mes stories Instagram en disant que je vais livrer mon déo en vélo. Et en fait, c'était juste infaisable. 21 000 déodorants, jamais. Donc, nous, notre objectif dans notre tête, c'était si on en vendait 2000 en un mois, on était hyper contents. On en a vendu 21 000, ça a carrément dépassé nos espérances. Et après ça, le laboratoire, alors c'est génial parce que c'était un labo qui est quand même d'une certaine taille, donc qui sait suivre la production, en tout cas du vrac, du liquide. Et ensuite, on s'est entouré même d'un conditionneur spécialisé, donc une autre entreprise qui est capable de conditionner dans les temps, dans les délais, nos 21 000 déodorants. Et ensuite, on a trouvé aussi un logisticien pour pouvoir livrer tous les déos. Donc en fait, ça, c'est sûr que c'est un moment où il faut savoir se structurer, savoir prendre les bons conseils et s'entourer des bonnes personnes. On a la chance d'avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs à cette époque-là, des entrepreneurs qui ont réussi. Par exemple, le fondateur du Slip français, qui a été de super bons conseils et qui a pu tout de suite nous orienter vers des bons prestataires. Donc en fait, je pense que il faut faire confiance aux personnes qui ont déjà fait. Il faut se nourrir des expériences des autres et c'est comme ça qu'on a tout de suite posé les mains sur la table en se disant ok, maintenant il y a des choses à faire et on va aller dans cette direction-là. Moi, j'ai une question que je pose assez souvent aux entrepreneurs que je reçois, c'est sur la confiance, parce que le point commun des gens dans Changer la norme, c'est que soit ils sont dans l'ESS, soit ils en sont très proches par la nature de ce qu'ils produisent, etc. Comment tu vérifies quand tu connais pas que tes produits ils répondent à un certain nombre de critères, parce que tu t'es engagé, toi c'est de la cosmétique naturelle, puis c'est lié à un pépin de santé que t'as eu, et comment alors que c'est pas ta formation, comment tu vérifies, comment tu t'assures que tout ce que tu vas faire répond bien à ce que tu avais envie de faire? Alors déjà, quand on travaille avec le laboratoire, on a un brief et un cahier des charges qui est hyper précis. Et en fait, le laboratoire, on va pas travailler avec quelqu'un qui a juste un labo dans sa cuisine et qui connaît un peu les cosmétiques. On travaille vraiment avec un laboratoire qui est backé par des réglementaires et en fait qui connaît tous les tests, qui sait passer les tests entre guillemets à l'avance pour savoir que la formule va être stable, pour savoir que tous les ingrédients qu'on met là-dedans va permettre d'avoir une formule à plus de 95% d'origine naturelle. C'est toutes des normes en fait qui sont présentes dans notre cahier des charges et auxquelles on ne veut pas déroger. Donc ça, c'est déjà les premières choses qu'on coche. Ensuite, les critères que nous on amène dans la communication, il y a aussi ce côté efficacité, le côté sensoriel, le côté parfum qui plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Et pour ça en fait, dès le début, on n'a pas travaillé tout seul, on s'est entouré de la communauté que j'avais déjà sur les réseaux sociaux à l'époque et en fait qui nous a soutenus depuis le début et qui est venu nous rencontrer par groupe de 10-15 toutes les semaines pendant toute l'élaboration du projet avant le crowdfunding et en fait à qui on a fait sentir les parfums, à qui on a présenté les produits, on leur a fait tester et comme ça on a vraiment pris les meilleures idées, les meilleurs conseils de chacun des consommateurs cibles en fait pour développer le produit. Donc là tu développes une gamme de produits, t'as développé une gamme de produits solaires. Ouais. Et du coup le but c'est de s'étendre sur tous les produits ou plutôt à l'étranger ou les deux d'ailleurs. Alors le solaire c'était en fait, quand j'ai réalisé du coup que les produits cosmétiques qu'on mettait sur notre corps n'étaient pas spécialement hyper clean, j'ai commencé à m'intéresser au déodorant, mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas que le déodorant. Le déo, c'était le plus urgent. Et en fait, la crème solaire arrivait vraiment très vite derrière, parce que la crème, au-delà du déodorant, le déodorant en soi, si on veut pas en mettre, on pue, mais c'est notre problème. La crème solaire, si on veut pas en mettre, il y a un vrai impact sur la santé parce qu'on s'expose au soleil. Donc, je me suis rapidement intéressée à la crème solaire et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, notamment sur la santé, mais aussi sur le côté environnemental, avec les filtres chimiques et filtres minéraux. Et donc, on a développé, alors, pour le moment, c'est pas une gamme solaire, on a juste la SPF 30, parce que la SPF 50, on n'a pas réussi encore à la développer avec des filtres minéraux pour qu'elle soit aussi sensorielle qu'une crème qu'on peut trouver n'importe où. Et du coup, nous, vraiment, l'objectif, là, c'est d'aller sur toute l'hygiène. Il y a beaucoup de produits qu'on utilise dans notre routine quotidienne chaque matin. Et j'ai envie d'aller sur tous ces produits-là qu'on utilise chaque matin, me dire que tous les produits qu'on va mettre, on va avoir confiance en eux et ils vont pas avoir d'impact sur notre corps. Et tu te développes à l'étranger ? J'aimerais beaucoup.
Pour le moment, donc on s'est lancé qu'en novembre, ça fait 8 mois. J'aimerais beaucoup aller à l'étranger. Pour le moment, on pénètre le marché français. On est arrivé chez Monoprix, donc c'est déjà un beau succès. Et puis ça fonctionne très très bien. On va ouvrir d'autres enseignes à partir de septembre. Et le but, ce serait d'aller à l'étranger ensuite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ma notoriété, elle existe en France. On communique beaucoup en français. On a des communautés sur les réseaux sociaux qui sont françaises. Donc ça va être un gros défi d'ouvrir la communauté à l'international et de réussir à avoir de la notoriété dans d'autres pays. Justement, sur Monoprix, comment t'as géré des deals aussi gros? Je sais pas tes études, mais tu viens du milieu du sport, il me semble. Non, mais je fais HEC Montréal, donc j'ai quand même fait du commerce. Voilà. J'avais dans l'idée que t'étais plutôt sur le sport. Ensuite, j'ai fait une thèse dans le milieu sportif. C'est pour ça. Voilà. Et bon, du coup, t'avais les bases. Les bases business. Les bases business. Comment on gère un truc aussi gros que Monoprix qui te prend une exclue sur un de tes produits? Ouais, je vais l'avouer, c'est vrai que même en ayant les bases business, c'est clairement pas quelque chose qu'on maîtrise. Et puis bon, la théorie qu'on apprend dans la pratique, c'est toujours différent. Donc là, j'ai envie de dire qu'avec Monoprix, ça a été aussi génial parce qu'en fait, c'est une super enseigne Monoprix et ils sont vraiment dans l'accompagnement. En soi, c'est eux qui ont fait naître Michel et Augustin et clairement, ils sont là pour développer, aider les petites marques à se lancer et pas du tout nous casser, pas du tout essayer de casser tous nos prix. Donc en fait, depuis le début, c'est un partenariat main dans la main qu'on a avec Monoprix où eux nous aident à fixer les bons prix, eux nous aident à avoir les bonnes quantités, à préparer la production en amont. En fait, ils nous préviennent un peu comme des parents, quoi. Donc Monoprix, c'est vraiment eux qui nous aident. Nous, on les aide dans l'autre sens parce que là, apparemment, on développe carrément leur rayon hygiène, donc c'est génial. Mais eux nous aident vraiment et c'est pour ça que je regrette absolument pas d'avoir choisi Monoprix comme premier partenaire distributeur. T'avais des bases business, mais parce que produire des produits naturels, j'imagine que ça coûte plus cher que le reste. En effet. Et du coup, tu dois moins marger que tes concurrents. En effet. Mais c'est pour ça qu'on vend aussi plus cher que des produits industriels. Vous vendez combien plus cher? Notre grand déodorant, donc 50 ml, qui est un format traditionnel, on le vend à 9,90. En soi, en GMS, donc dans les Carrefour, Intermarché, un déodorant, je vais par exemple citer Ushuaïa, se vend entre 3 et 5 euros. Un déodorant industriel, qui n'est pas naturel, se vend entre 3 et 5 euros. Et les déodorants naturels se vendent entre 9 et 12 euros. Donc en fait, on est quand même dans les prix de base du déo naturel. Des déodorants naturels. On n'est pas excessivement cher. On cherche à avoir un produit justement qui est accessible au maximum. Et en étude de marché, ça freine pas les gens d'acheter des déodorants plus chers? En fait, c'était le risque depuis le début de se dire, de toute façon, nous, on a essayé de rendre le prix le plus accessible avec les ingrédients qu'on utilise, les ingrédients qui sont super naturels, faire du made in France. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans la qualité de ce produit qui font que il coûte plus cher, il nous coûte plus cher à produire, donc il coûte plus cher aux consommateurs. Et du coup, c'était un pari un peu de se dire, est-ce que ça va être un frein? Et en fait, en rayon, on est aujourd'hui à côté de tous ces déodorants qui sont un peu plus chimiques, clairement. Et en fait, notre déodorant part. On a été en rupture de stock les 2 premières semaines chez Monoprix, même les 3 premières semaines. Ça a été assez incroyable. Donc finalement, il n'y a pas tant de freins. Je pense que c'est plus les consciences aujourd'hui des consommateurs qui se réveillent et qui sont en train de regarder davantage ce qu'ils consomment et consommer un produit qu'on comprend mieux avec des ingrédients qui sont tous compréhensibles. Je pense que le consommateur est prêt à mettre un peu plus cher aujourd'hui. En plus, c'est un produit made in France. Il y a des choses qui rentrent en compte. En termes de structure, tu as cité le slip français qui est en train de... il dit qu'il veut passer du made in France au made in green. Enfin, est-ce que toi, t'as aussi... parce que changer la norme, c'est que des entrepreneurs sociaux avec des boîtes qui sont basées sur une éthique, une responsabilité. Est-ce qu'en termes de structuration de la dizaine de personnes que tu gères, t'as aussi décidé d'appliquer des principes qui collent à la cosmétique naturelle? Comment t'as construit ton équipe, en fait? Alors, mon équipe, on l'a construit. Déjà, la première personne qu'on a embauchée, c'est Beryl qui est arrivée au développement produit. Donc, elle est là vraiment pour développer les meilleurs produits, répondre au mieux au cahier des charges qu'on a, qui est de créer des produits naturels, les meilleurs produits de qualité. Donc, c'est vraiment la première embauche qu'on a fait et dans le brief qu'on l'a fait quand on l'a rencontré, c'était nous, on a envie d'avoir un impact environnemental le plus neutre possible. Donc il faut absolument aller sur des produits naturels, efficaces, made in France, mais aussi avec des packaging un peu innovants et qui polluent beaucoup moins. Donc en fait, c'est vraiment nous dans
dans notre vision, de se dire que les personnes qui vont déjà venir chez Respire, c'est uniquement des personnes qui partagent nos valeurs et qui vont aller dans cette direction-là. Et aujourd'hui, on est une équipe de 10 et c'est génial parce qu'en fait, les 10 personnes, on a tous les mêmes valeurs, on a tous des personnalités différentes et en fait, on regarde tous la même vision, mais on change un peu la mission à notre manière. Et je trouve que c'est assez incroyable de pouvoir partager autant avec des personnes en fait qui ont embarqué complètement dans le bateau alors qu'à la base, c'était une idée juste de Thomas et moi et finalement, maintenant, on est 10 autour du même projet, de la même vision et de la même ambition d'aller aussi loin avec Respire. Puisque tu grandis vite, je vais te poser une question que j'ai jamais posée, mais j'ai jamais reçu de structure aussi jeune. Est-ce que tu pourrais être racheté par un grand groupe qui répond pas à un cahier des charges comme le tien ? C'est pas quelque chose aujourd'hui auquel je pense. C'est des questions bien sûr qu'on m'a déjà posées et c'est pas une question qui m'effraie d'ailleurs parce qu'en fait aujourd'hui j'ai pas besoin d'un grand groupe pour exister. La preuve, on voit qu'on a réussi à naître, mais peut-être qu'un jour, je parlais de l'international tout à l'heure, peut-être qu'un jour un grand groupe pourra m'aider à aller à l'international. Un grand groupe, je vais citer L'Oréal par exemple, ils savent très très bien le faire, ils savent, ils ont tous les distributeurs à l'international, ils ont tous les bons contacts. Donc si un jour peut-être que je vais atteindre un seuil où en fait j'arriverai peut-être plus à me développer, si le grand groupe m'assure qu'il va avoir la même mission que moi et qui va absolument pas casser Respire, pourquoi pas, j'y réfléchirai à ce moment-là. Donc j'y suis pas fermée, mais c'est absolument pas ma priorité aujourd'hui. Pour l'instant, est-ce que tu as envie de te labelliser ? Je sais pas si vous êtes labellisé bio, mais est-ce que tu as envie d'être bio, d'être ESUS, d'être Bicorp ? Est-ce que tu as des envies de structurer ta boîte avec ces labels-là ? En fait, tous ces labels, c'est des labels qui coûtent très cher. Et nous, en fait, toutes nos formules, que ce soit le déodorant et la crème solaire, elles sont certifiables bio, mais on n'a pas la certification EcoCert. Parce que ça coûte cher et que c'est une audit qu'il faut refaire tous les ans. Donc c'est un choix qu'on a fait dès le début, justement avec le consommateur, en échangeant beaucoup avec la communauté, en disant qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? Est-ce que c'est bio ou est-ce que c'est naturel ? Alors forcément, le mieux c'est de cocher les deux. Mais quand on a quelque chose qui est aussi cher et qui puise autant d'énergie pour nous à faire, on s'est dit c'est pas aujourd'hui la priorité. Et en fait aujourd'hui le consommateur est un peu perdu. On sait même plus ce que c'est que de consommer bio. Est-ce que c'est un argument marketing ou est-ce que le bio est vraiment ce qu'il y a de meilleur ? Donc en fait nous on a vraiment souhaité aller sur le naturel. En fait un produit cosmétique naturel aujourd'hui, on peut dire qu'il est naturel quand il a plus de 95% de ses ingrédients qui sont d'origine naturelle. On peut dire qu'il est bio quand il a au moins 20% de ses ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc en fait, il y a une énorme différence entre le bio et le naturel. Et aujourd'hui, on a primé sur le naturel. On est bio également, mais on n'a pas la certification. En termes de structure, tous les labels, je citais les US, t'as le Bicorp, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? Pourquoi pas ? On n'y réfléchit pas encore, mais franchement, pourquoi pas ? Tu verras, c'est bien le SS. J'imagine. On est gentil, on est mignon, on se donne des conseils. On est non, c'est un secteur qui s'entraide beaucoup. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle de bio, d'économie éthique et responsable. Donc, t'as l'argument marketing, tu dis que t'as beaucoup échangé avec tes consommateurs. Ouais. Quel est ton regard sur la cosmétique naturelle / responsable dans l'absolu ? Si tu sors de Respire, est-ce que tu as dû faire un benchmark ? Ouais. Est-ce qu'il y a du faux green ? Est-ce que c'est plus du market parfois que la vérité ? Alors, il y a du faux green. Ça, je m'en rends compte de plus en plus. Jouer sur les mots, c'est exceptionnel comment les marques réussissent à jouer sur les mots et sur les différents arguments qu'on écrit sur le packaging, même si heureusement, il y a beaucoup de réglementations en Europe. Après, il y a aussi beaucoup de belles marques qui se lancent. Et en fait, je trouve que c'est génial parce qu'on est de plus en plus de petites marques à se lancer avec le même discours. Et en fait, c'est en étant de plus en plus qu'on va avoir un message encore plus puissant et réussir à embarquer encore plus de consommateurs avec nous. Donc, c'est une bonne chose qu'on soit plein à se lancer. Après, nous, on a vraiment la chance aujourd'hui que le message ait été largement amplifié, que la première vidéo de lancement a été vue 2 millions de fois et que du coup on a eu une grosse communauté qui s'est créée dès le début et c'est génial et j'incite même les autres marques à continuer à faire des vidéos, à communiquer de la même manière en fait parce qu'il faut qu'on diffuse ce message le plus largement possible. Qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de marques, il y a des marques qui font du greenwashing, c'est clair, mais c'est pour ça que les marques aussi doivent être de plus en plus transparentes. Donc, je pense que personne n'est parfait. Tout le monde peut faire des erreurs, mais il faut rectifier ses erreurs, il faut se justifier, il faut faire aucune concession et assumer tous ses choix. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire depuis le début. Et quand quelqu'un a des questions, je prends la parole en vidéo, j'ai pas peur, je vais me justifier dessus. Et justement, c'est ça qui va créer aussi cette confiance avec le consommateur. En termes de normes, parce que donc tes études, c'était business, mais pas cosmétique. C'est une question que je pose souvent, plus
en termes de relations, mais d'habitude j'ai plutôt du B2B que du B2C. Ok. Comment ça se passe avec les pouvoirs publics? Est-ce que tu trouves que c'est facile? Est-ce que tu vois, si tu devais demain réentreprendre dans un monde idéal, qu'est-ce que tu changerais en termes de normes, de paperasse, de barrières? Je trouve que je n'ai pas de valeur ajoutée à passer mon temps dans la paperasse. Donc, je délègue énormément la paperasse. Thomas et moi, on est tous les deux des phobiques de l'administratif. Voilà, on essaye au maximum de s'en détacher. Donc, on se fait accompagner d'un cabinet comptable qui nous aide aujourd'hui pour tout ce qui est paperasse comptable. Après, il y a la paperasse, entre guillemets, toutes les réglementations cosmétiques, bien sûr. Pour mettre un produit sur le marché, il faut avoir validé beaucoup de tests. Et pour ça, donc aujourd'hui, Beryl, qui est arrivée chez nous en développement produit, elle s'y connaît énormément dans tous ces tests, donc c'est génial. Mais surtout, les labos avec lesquels on travaille, en fait, c'est eux qui travaillent avec des prestataires externes qui passent tous ces tests réglementaires. Donc en fait, on choisit aussi le labo en soi. Quand on a décidé de créer ce déodorant, on a rencontré beaucoup de laboratoires et en fait on a choisi ce laboratoire en Bretagne parce que Véronique, qui l'a fondé, qui est docteur en pharmacie depuis 30 ans, elle a eu confiance en nous, on a eu confiance en elle. En fait, ça a été vraiment une super relation qui s'est créée dès le début et dès qu'on a une question, un problème, on les appelle. Je pense que pendant la phase de création, on passait 3 fois par jour au téléphone avec eux et c'est génial parce qu'ils sont vraiment à l'écoute, ils sont là pour nous aider et dès qu'on a besoin d'un papier, qu'on nous réclame quelque chose quelque part, ils nous aident. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. On n'a vraiment pas, personne n'a toutes les capacités, toutes les compétences et toutes les connaissances. Donc moi, quand j'y connaissais rien au marché des cosmétiques, j'ai beaucoup appris, mais je me suis entourée des personnes qui connaissent. Et vous avez été incubé, vous avez eu des aides, il y a beaucoup d'aides des collectivités, de Paris, vous avez eu ce genre de parcours entrepreneurial? Pas du tout. En fait, je dirais que Thomas, du coup, mon associé qui avait fait le parcours HEC entrepreneur en master, avait déjà était pas mal encadré, avait déjà eu pas mal de notions business, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Il avait déjà monté une boîte. Donc moi, ça me rassurait de m'associer à quelqu'un qui avait déjà monté une première entreprise et qui connaissait un peu le milieu. Et ensuite, à côté de ça, j'ai mon père qui est chef d'entreprise, donc ça aide aussi. On prend les conseils à droite à gauche. Et ensuite, une fois qu'on avait posé un peu toute la vision, toute la création, le produit, le branding de la marque, tout ce qu'on voulait en fait, voilà, une fois qu'on avait réfléchi à Respire, ce qu'on voulait que ça devienne, quand on a décidé de le lancer en crowdfunding, on a même été accompagné par Ulule, qu'on a choisi comme plateforme de crowdfunding, qui nous a accompagné dans toute la création entre guillemets de notre crowdfunding en 1 mois. Et en fait, ça a été génial parce que à chaque fois qu'on a des questions, c'est simple, on demande et on reçoit des aides. Et même aujourd'hui sur mon compte Instagram, il y a 40 000 personnes qui me suivent. Et si je mets une story et que je dis que j'ai besoin d'une dermato pour avoir un conseil précis sur la crème solaire, par exemple, ce que j'ai eu il y a 3 mois, et ben on m'a tout de suite mis en contact avec une dermato qui m'a donné des super conseils et avec qui j'ai eu une super relation. Tu l'as rencontré comment, ton associé? Par ami d'amis de mon école, de son école. Donc c'est vraiment un bel hasard. Ouais, moi aussi, mon associé, c'est la personne que je préfère détester, mais c'est aussi... C'est ça, on m'a toujours dit, c'est comme un mariage, vous allez vous détester, mais vous allez vous aimer très fort. Et en fait, c'est vrai qu'on a une relation où aujourd'hui, on sait qu'on doit vraiment apprendre à bien travailler ensemble parce que ça va tellement vite que parfois la communication entre nous deux, on n'a juste même pas le temps de communiquer. Mais en tout cas, on est tellement complémentaires qu'on sait ce que l'autre pense et on sait où on va. Du coup, tes ambitions pour Respire, si on dit dans 3 ans? Alors dans 3 ans, j'aimerais beaucoup qu'on ait du coup sorti tous les produits d'hygiène. De toute façon, je sortirai mes produits uniquement quand je serai très très fière et convaincue que c'est les bons. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de développement de tous ces autres produits. J'espère qu'on aura touché un peu le marché international, qu'on aura réussi à aller sur le marché international, qu'on aura fait grossir l'équipe et qu'on aura une super culture d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est difficile aussi. On est 10, mais en fait, j'ai 25 ans, je ne sais pas manager, j'ai jamais appris. Donc c'est des choses en fait qui s'apprennent sur le tas et on apprend aussi avec l'équipe. Donc on grandit ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à créer chez Respire en tant que culture d'entreprise. Des choses à faire et puis j'espère qu'on aura réussi à faire bouger un peu les choses et qu'il y aura de plus en plus de déos naturels dans le rayon hygiène. Je veux pas qu'il y ait juste Respire, je veux qu'il y en ait plein parce que c'est comme ça que le consommateur aussi aura le choix. Justement, tu devances ma question qui était, est-ce que t'es pour que les normes soient plus sévères en termes d'hygiène? Est-ce que c'est pas aussi la solution en fait de changer les normes
pour que les consommateurs n'aient accès que à des produits naturels et pas nocifs pour la santé? Je suis 100% d'accord. Déjà, il y a Yuka qui est sorti, l'application. Alors, Yuka, en soi, il y a des gens qui y croient, qui n'y croient pas, mais c'est génial. Quand on scanne, ça nous détaille au moins les différents ingrédients qui sont présents dans nos produits cosmétiques et puis aussi dans nos produits alimentaires. Et en fait, ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on consomme, mieux comprendre une composition donc qui s'appelle la liste INCI, que personne ne comprend, qui est en latin. Ça nous traduit ça. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément d'articles, des articles scientifiques prouvés qui sortent et qui expliquent qu'en fait, certains ingrédients sont nocifs et clairement controversés. Donc, j'aimerais vraiment qu'il y ait des normes qui passent, que tous ces ingrédients qui sont controversés, on les bannit des cosmétiques, en fait. Comme ça, il y aura plus que des cosmétiques qui seront vraiment bons pour notre corps et plus personne ne sera en risque ou ne pourra douter quand il utilisera un produit. Et à part Respire, c'est quoi ta marque préférée de cosmétiques? Qu'est-ce que je dirais? J'aime bien Seasonly, la marque de Fanny Pechioda, parce que c'est une marque très green, très clean. Ouais, je vais dire celle-ci. C'est difficile de citer des marques concurrentes un peu quand même. Bon, après, on fait pas la même chose. Ouais, non, puis c'est toujours bon signe quand on a des concurrents. Oh, oui. Premier truc que t'apprends quand tu montes un business. C'est vrai. On va finir avec des petites questions. Ouais. Le principe, c'est de répondre spontanément, ce qui ne va, à mon avis, pas être un problème, et rapidement. On va parler de raison d'être façon loi Pacte. Quelle serait la raison d'être de Respire si elle n'existe pas déjà? Alors, elle existe. C'est permettre à chacun d'exploiter la magie de son corps en prenant soin chaque jour. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre? Oula, Emmanuel Macron. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? La taxe sur les produits qui sont controversés. Le patron du CAC 40 que tu pourrais être? Oula. Je sais pas. Ou la patronne d'ailleurs? J'en ai aucune idée. Qui j'aurais envie d'être du CAC 40? Vraiment, j'ai pas d'idée là-dessus. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? La somme? Pour laquelle tu tairais un scandale politique? Ah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire... Pour combien d'argent tu tairais un scandale politique? C'est-à-dire, on me donne de l'argent et je dis rien. Oula. T'es obligé de répondre. Ah ouais? Non, en fait. C'est pas une question d'argent. C'est une réponse. Sortirai. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.